Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Première Surprise, épisode qui me tient à cœur puisque aujourd'hui je suis avec Adam. Adam, bonjour. Bonjour Théo. Épisode qui me tient à cœur puisque aujourd'hui on aborde le cinéma émergent associatif et pour être franc, l'idée de faire un film avec peu de pognon parce qu'en fait c'est possible. À l'heure actuelle, ça reste mon modèle économique phare parce qu'on n'a pas le choix, mais ça marche très bien et pour vous dire aussi qu'on peut le faire, et Adam pour moi c'est le profil parfait pour ça. Je trouvais que c'était hyper important de commencer Première Surprise avec toi Adam. Je vais quand même te laisser parler, c'est normal. La première chose, est-ce que tu peux te présenter comme tu as envie de te présenter ? Oui, très bien. Donc, je m'appelle Adam, je suis réalisateur. J'ai fait des fictions, des documentaires de format court, moyen. Et dernièrement, on a fait avec Florent Hesch, en co-réalisation, on a fait un long métrage avec justement le financement d'un moyen métrage quasiment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, professionnel et scolaire ? Tu peux même commencer par l'école. Ok. À l'école maternelle, je faisais des beaux dessins. Waouh, super. C'est pour ça que j'adore Adam en fait, et c'est pour ça que je voulais commencer avec lui. Alors vas-y, dis-nous. Plus sérieusement, pour le coup, moi, le monde du cinéma, c'est-à-dire raconter des histoires à travers de l'image en mouvement et du son, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Toi, il n'y a pas eu de métier de rêve, entre guillemets, à part celui-ci depuis tout petit. C'est un truc de base que j'avais envie. Et sauf que un des premiers trucs, c'est que je suis dyslexique, ce qui fait que tu vas avoir du montage. Donc des fois, je galère à l'oral ou à l'écrit. Et à l'époque, donc il y a maintenant 20 ans, quand tu es nul en anglais ou en espagnol, on part du principe que tu peux pas réaliser un film. Tu peux pas gérer une équipe si tu sais pas très bien écrire ou quoi que ce soit. Okay. Donc très vite, on m'a dit, en fait, bac littéraire, tu feras pas parce que t'es pas très doué en langue. Et en fait, bac littéraire, normalement, c'est ce qui t'amène de façon presque logique à aller dans le monde de l'écriture, du scénario, de la réalisation et ainsi de suite. Donc moi, du coup, je me suis retrouvé à faire un bac STI, qui je crois n'existe plus. Je crois que ça a fermé après qu'on soit passé. Et donc suite à ce bac-là qui avait rien à voir, en fait, mine de rien, je traînais avec des personnes qui faisaient notamment du skateboard, et en fait comme ils faisaient du skateboard, moi ça m'a appris à filmer et à réaliser et à réfléchir comment tu captes une personne qui est en mouvement dans l'espace. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait du skate, il y a à la fois le fait que la personne va aller de là, à la fois il y a la précision parce que le pied il va taper d'une certaine manière et pour faire un petit flip, c'est cool de l'avoir. Et il y a plein de questions qui se passent dans la réflexion du mouvement. Et à côté de ça, j'avais des potes aussi qui avaient des groupes, des petits groupes de musique et tout ça, mais du coup c'était aussi une autre question, sauf que j'étais figé. Un guitariste va pas courir aussi vite qu'un skateur. Du coup c'est une autre réflexion du cadrage, c'est une autre réflexion du montage, une autre réflexion de la réalisation, et c'est là où en fait jusqu'à présent je faisais des petits films familiales ou toi comme ça, et là je me disais tiens je vais faire des trucs que je vais montrer à mes amis qui seront contents de voir, et du coup comment je les mets en valeur en fonction de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc d'une certaine manière c'était ma première école en fait, c'était faire plaisir aux gens en faisant des images qui soient heureux de diffuser sur leur petit réseau YouTube ou quoi que ce soit. Bon ouais. Depuis tout a été supprimé ou tout a disparu sur Dailymotion parce que ça n'existe plus Dailymotion je crois. Je viens d'une autre époque, et donc après ça j'ai fait la fac d'art. Ensuite, après la fac d'art, j'ai enchaîné avec un service civique. La fac d'art, je me suis arrêté au DU documentaire. Pendant la fac d'art, j'ai fait pas mal de tournages. DU documentaire. Ensuite, j'ai fait au service civique. Après, j'ai fait une auto-entreprise. Et après, je suis rentré dans le monde de l'intermittence du spectacle afin de déclarer tout simplement le métier que je faisais. Voilà. T'as fait beaucoup de choses finalement. T'es passé par beaucoup de chemins. Tout le monde est passé par beaucoup de chemins. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et là, le modèle actuel que tu as, il te convient ? Oui, actuellement, je suis en statut intermittent. Donc, le statut intermittent, il y a des choses qui sont assez galères, voire malsaines. Parce qu'il y a toujours ce truc où il faut valider 507 heures, il faut déclarer 507 heures, sauf que ça n'existe pas quelqu'un qui fait réellement 507 heures, c'est-à-dire que pour les faire, forcément tu fais beaucoup plus entre ce que tu déclares. Bien sûr. Et c'est ça qui est assez ridicule dans ce milieu, c'est qu'on est là à nous dire alors t'as pointé combien d'heures, alors qu'en réalité on sait tous qu'il faut faire je ne sais pas combien d'heures pour valider une heure, que ce soit sur les dossiers, bref, il y a pas mal d'étapes de travail en fonction des métiers qu'on fait, bien évidemment. Et qu'il y a cette espèce de pression et de stress, tu vois, de se dire est-ce que je vais avoir mon statut, est-ce que je vais pas l'avoir, qui l'a, qui ne l'a pas, et puis des fois t'as l'impression que les gens ils se marchent dessus pour avoir des heures, c'est des fois un monde un peu particulier quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je connais beaucoup d'intermittents, au masculin ou au féminin, qui sont partis en burn-out
parce que il y a un moment, en fait, ta pression est telle, et en plus, elle est vicieuse, parce que tous les mois, tu dois dire combien d'heures tu as fait. Ce qui fait qu'à la fin du mois, tu te dis, est-ce que je suis dedans, est-ce que je suis pas dedans? Et ça te met un coup de pression chaque mois, tu vois. Donc c'est pour ça que le statut intermittent est particulier, alors que l'auto-entreprise, tu as moins ce coup de pression, parce que si tu fais pas d'heures, tu n'as quasiment pas de charge à payer ou quoi que ce soit. Il y a quelques temps, je vais pas donner le nom du réal, j'ai été dans un festival qui était super, et il y avait un réalisateur qui était membre du jury, qui était ivre-mort, mais vraiment il était bourré de chez bourré, et il est monté sur scène et il a pris le micro, et c'est quelqu'un qui avait un certain âge, qui a fait du documentaire, et il commence à expliquer que être réalisateur, c'est un métier qui tue, parce qu'en fait lui il a consacré toute sa vie à ça, il a sacrifié sa famille, il a sacrifié sa vie à ne faire que de la réalisation, et grâce à ça il a pu faire plein de films et ainsi de suite, et que du coup aujourd'hui des fois il regrette et ainsi de suite, et c'était très drôle parce que c'était une salle où il y avait que des gens qui étaient intéressés par le cinéma. Ah oui, okay. Et il y a ce type qui a je ne sais pas combien d'années, qui a une 60aine d'années, ivre-mort, et qui te balance ça comme si qu'il était chez le psy, quoi. Et ça, du coup, d'un côté, je trouvais drôle, et en même temps, tu vois, je me suis dit, à une époque, j'aurais pu tourner là-dedans, pas dans l'alcool, loin de là, mais dans ce côté de tu sacrifies tout pour ne faire que ça. Et il y a un moment, en fait, quand tu sacrifies tout et que t'as pas de vie à côté et que tu fais que ça à fond, plus, et que limite t'endors pas ou t'en fais des rêves et tu fais un découpage, tu t'endors, tu rêves de ton découpage, tu te réveilles, tu fais ah mais oui c'est une évidence, et tu te lances là-dedans, c'est une machine que au bout d'un moment toi tu peux tomber dedans, mais si tu restes trop là-dedans tu te tues en fait. Ouais. Et donc du coup il y a toujours ce truc de si je pouvais repartir dans le passé, bien sûr qu'il y a peut-être des possibilités pour que j'ai une carrière encore plus grande avec des films qui ont plus de prestance, une plus grande reconnaissance dans le milieu et ainsi de suite, mais qu'est-ce que j'aurais sacrifié? Toi, qu'est-ce que j'aurais perdu derrière? Et du coup, il y a des trucs que forcément je regrette d'une manière ou d'une autre, des choses que tu aimerais refaire, mais d'un autre côté, peut-être que ça m'a aussi amené à faire des choses que j'ai aujourd'hui et que je suis content d'avoir, que ce soit professionnellement ou non, et qu'on ne saurait pas comment ça serait dans un autre univers parallèle, quoi. Ouais. Là, actuellement, tous les deux, on est dans un modèle économique où le film associatif, le film émergent, petite production, petit budget, c'est quasi notre quotidien en fait. C'est-à-dire que, sauf si tu m'as menti et que tu as déjà fait un film avec Besson, mais non. Pas Besson. Non, pas Besson. Mauvais. Change de nom. Bip, bip, ok. Avec Polanski. Oui, très bien, très bien. Le modèle émergent, associatif, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Donc, on est habitué. Finalement, tu es habitué aux contraintes de tourner avec peu de thunes. Est-ce que là, comme ça, en tête, il y a quelque chose qui devient une anecdote de la plus grosse contrainte que tu as dû affronter sur un de tes films en tournage avec peu de budget? En fait, quand tu as peu d'argent, c'est un peu toi quand tu fais un jeu de rôle papier ou un jeu vidéo, tu sais, tu as des points attribués à ton skin et tu vois si tu mets plutôt en endurance, si tu mets plutôt en force, si tu mets plutôt en dextérité. Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que l'argent, à choisir où tu la mets et dans quoi tu la mets. Est-ce que tu vas plutôt la mettre dans le confort de l'équipe au général? Est-ce que tu vas plutôt le mettre sur tel type de matériel? Est-ce que tu vas plutôt le mettre sur le décor? Ou est-ce que tu vas plutôt le mettre sur le transport en fonction du film que tu veux faire? Bien sûr. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose que tu dois trouver un espèce de juste équilibre, parce que forcément, tu peux pas tout avoir, mais du coup, ça te demande aussi une forme de précision. Tu peux pas te permettre de dire, tiens, je vais prendre tel objectif, mais on va voir si on l'utilisera ou pas. Non, en fait, il faut être sûr à 100% de la rentabilité de ton objectif et voir si tu peux t'en passer ou non. Moi, généralement, à chaque fois, je préfère tout simplement le confort de l'équipe, de façon générale. Quand je peux aussi, de façon générale, la rémunération, tout simplement, pour que les gens puissent être rémunérés par rapport au métier qu'ils font. Et puis, c'est là où il faut réussir à faire en sorte que ton film puisse ressembler à ce que tu veux, avec ces contraintes-là que tu te mets, quoi. Et puis tu le sens très vite, en fait, puis c'est même rageant. Toi, quand t'es sur un tournage, et ça m'est arrivé, où tu vois que tout le budget est passé dans la caméra, c'est bien, t'as un beau capteur, maintenant, ça sert, quoi. Mais je me posais souvent cette question de, comment on va manger, dans quel lieu, comment on va dans tel endroit, comment on s'arrange pour que ce soit un minimum confortable pour tout le monde, ou comment on trouve des magouilles pour que ce soit le plus simple. Enfin, toi, toutes ces questions-là, à mes yeux, sont prioritaires, parce qu'en fait, si tu as un emploi du temps qui est bien géré, ce qui des fois, je me suis planté, j'ai déjà fait des emplois du temps où je pensais que tout allait rentrer, et en fait, ça a débordé ou quoi que ce soit. Mais c'est la priorité d'avoir une gestion du temps qui soit précise par rapport au matériel que tu vas avoir et avoir la conscience du temps d'installation de chaque plan et ainsi de suite. Puis après, en fonction de là, tu peux battre des records, quoi. Du coup, en vrai, le manque de moyens ou la production émergente associative, en fait, ça te rend plus créatif? Pas forcément.
Là-dessus, je dirais non. En fait, la créativité, pour moi, elle vient du temps que tu t'accordes à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si tu dois faire quelque chose dans la précipitation, bah, tu es moins créatif parce que tu fais les idées qui te viennent à l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu prends un scénario, que ce scénario-là, tu passes des années, voire des mois ou des semaines à y réfléchir, ou que tu te dis, bon, bah voilà, je vais me prendre 5 jours où je vais ne faire que ça et rien d'autre. Et pendant 5-6 jours, tu te concentres uniquement sur ton découpage technique, bah là, tu es créatif parce que tu vas avoir des idées, et en fait, tu vas revenir sur ton idée, et du coup, le jour du tournage, tu sais précisément ce que tu veux faire. Et pour moi, la vraie créativité, elle est là. Elle est dans le temps que tu t'accordes sur ton projet, plus que la question de ok, j'ai du budget, est-ce que je peux le faire ou non. C'est pas là la vraie création. Mais à quel moment tu te dis ok, là, ce film, je sens que ça y est, on peut y aller parce que ok, on a le budget minimum, on est assez avancé dans le processus de prod. Toi, ça se passe comment pour toi à ce moment-là? Je vais avoir, et je pense que beaucoup vont avoir ce truc-là, il y a 2 chemins déjà. Il y a le chemin, est-ce que je le fais dans un contexte amateur ou dans un contexte professionnel? La différence entre les deux, elle est simple. Si tu le fais de façon professionnelle, tu payes les gens. C'est tout simple. Si tu le fais de façon amateur, les gens sont pas rémunérés. Alors que ça se trouve, c'est pas ça qui fait que le film va être moins bien ou meilleur. Ouais. Toi, le fait que les gens soient rémunérés ou non, c'est pas ça qui donne la qualité du film. Et c'est pour ça que des fois, il y a des films pros qui passent au cinéma, qui ont des subventions et qui sont pas forcément bons, et des films amateurs qui ont été faits avec rien du tout, avec un Canon 60D, un objectif et une lampe, et le film il est fabuleux parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose avec ça. Donc c'est là où je trouve que des fois entre le côté amateur et professionnel, il y a une distorsion entre les deux. Et du coup, bah moi déjà la première question, c'est dans quelle direction j'y vais. Est-ce que j'essaie de faire de façon professionnelle, c'est-à-dire de rémunérer tout le monde sur ce projet-là? Dans ce cas-là, il y a toute une réflexion sur la production qui va être une forme d'évidence, et à quel point le film et ce scénario-là rentrent dans ce modèle de production et qui peut être intéressant en termes de diffusion, qu'est-ce que ça va raconter au public, et ainsi de suite. Quand je fais un film de façon amateur, c'est des films où je vais plus aller dans l'expérimentation. Je préviens dès le début, je dis aux gens, bah voilà, là on n'aura pas de sous. Par contre, on va faire un truc, on va pouvoir s'éclater. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Et là, je fais des propositions. Et en fait, à partir du moment où je propose quelque chose qui est de l'ordre du côté amateur, bah, je prends ce que j'ai. Et si j'ai un Canon 60D et une lampe, bah, je fais un film avec un Canon 60D et une lampe. En fait, c'est là où il ne faut pas se limiter seulement. Écoute, j'aimerais te poser une autre question. On revient un peu dans la bédouille, là, le système D. Ouais. Est-ce que toi, tu es du style à faire DIY, système D? Si oui, et genre là, t'en as peut-être un qui dit en tête, mais c'est quoi le plus gros système D que t'as mis en place? Ma vie est un système D. J'adore. Non, ouais, j'en ai eu plein. Ah, il y en a un qui est vachement pratique. C'est par exemple si t'es dans une salle et qu'en fait il y a des fenêtres, mais qu'il n'y a pas de volet qui ferme bien. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il y a la lumière alors que t'as besoin de tout occulter. Il y a un truc tout bête. Tu mets de l'eau sur la fenêtre. Tu cales une plaque d'aluminium, enfin de l'aluminium tout simple, et t'étales et tu restes droit. Et l'aluminium est très opaque et va rester collé pendant 4 jours. Tu pourras peut-être couper. Il y a longtemps, j'avais choué dans des shirts. Okay. Et j'ai trouvé, tu sais, c'est un fauteuil roulant, mais pour les personnes qui ont des problèmes de, intestinaux. En fait, l'idée, c'est donc du coup, tu poses le trépied sur le fauteuil roulant pour avoir un travelling normal. Et en fait, l'idée après, c'est qu'on avait pris des trépieds lumière, les Manfrotto, là, les petits, qu'on a mis dedans. Et comme il y a un trou, et bah du coup, forcément, tu le mets en V et t'en mets 1, 2, tu mets un scotch en dessous, un scotch au-dessus, enfin du bon gaffe quand même, tu mets les petits panneaux LED et sur ton trépied photo, tu mets un réflecteur. Ce qui fait que tu as un travelling qui avance tout seul avec une lumière qui n'est pas directe, mais un travelling qui reflète la lumière. Non, par contre, c'est fou. Genre vraiment, je rigole parce que ah bah tu peux, il y a pas de souci. C'est quand même drôle parce que je t'imagine aller chez Emmaüs et dire, vous avez une chaise percée roulante là? Oh, je l'ai trouvé dans la rue. Ah, ça rend la chose encore plus drôle. Mais il n'y a personne assis dessus, je te rassure. Je te propose quelque chose, une série de... En fait, il y en a 6, il n'y en a pas 5. 6 questions très rapides, tu me réponds en un mot, une phrase. Est-ce que tu peux me donner un film sous-coté? Allez, un film sous-coté que tu nous recommandes. Je te fais une liste. De 100 films. Vas-y. Il y en a un que j'ai pas vu depuis très longtemps, Les Razmoquettes, le film. Donc c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps. C'est un gros drame familial qui est surprenant parce que justement c'est des bébés qui font un truc qui, de mémoire, faudrait que je le revoie, mais de mémoire il y a un côté très shakespearien dedans. Le dernier film que tu as vu au cinéma? La corde au cou de Gus Van Sant, qui est vraiment très bien. Un film que tu pourrais regarder en boucle toute ta vie?
Il y a... tu couperas au montage si tu veux. Vas-y. Il y a notamment, l'année dernière, j'ai revu Breakfast Club, et ça faisait genre 5-6 ans que je l'avais pas vu, et j'avais oublié à quel point il était bon. Tu sais, ces films que t'aimes bien, et quand tu vois, tu fais « Oh !» Et du coup, je l'ai remis une deuxième fois, parce que j'ai regardé une première fois juste pour le plaisir. Dans la même soirée. Dans la même soirée, Ok. d'affilée, parce que il est court, il fait 1h20, je crois. Donc, j'ai regardé une première fois en me disant « Oh, il est vraiment bien !» Comment il a fait? Parce que c'est le réel et tout. Et du coup, je regarde une deuxième fois là pour analyser un peu les plans, comment t'amènes chaque situation. Et en fait, dans ce truc assez humoristique, c'est très précis. Et puis il y a d'autres films que pour le coup, je peux te faire du plan par plan. Trainspotting, par exemple, je connais plan par plan. Toy Story, je les connais plan par plan aussi, surtout le premier. Un classique que tu n'as... Alors, il y en a plein qu'on n'a jamais vu, mais un classique que tu n'as jamais vu et genre t'assumes. Oui, Intouchable, j'ai jamais vu. Ok. Et la dernière question, le dernier film qui t'a scotché. Ça peut être aussi un film qui date de Perpète-les-Bains, hein, mais le dernier film que tu as vu qui t'a scotché. L'Habitué de Théo. Non, arrête. Incroyable. Arrête. Si vous avez l'occasion, allez le voir. Il y a des interviews qui traînent apparemment de l'équipe. Formidable, très bon film. Là, j'adore. Allez, réponds autre chose. Je suis gêné, je rougis là. Non, allez, le dernier film qui t'a vraiment mis une claque. Il y a pas longtemps, j'ai découvert la trilogie de T. West. C'est 3 films. Donc il y a Pearl, X et Maxime. Et je trouve que c'est 3 films assez complémentaires et assez intéressants dans la manière dont ça a été écrit d'ailleurs. Parce que le Pearl a été écrit avec la comédienne principale, qui du coup elle a beaucoup participé au scénario. Et ça se ressent, je trouve, dans l'intégralité du film. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas, Adam? Non, merci pour tout. C'est moi qui te remercie. Merci d'avoir pris le temps de passer sur Première Surprise. Premier épisode. Vraiment, je suis trop content d'avoir commencé avec toi. On se dit... C'est un honneur. Ouais, tu peux. On se dit à bientôt. Peut-être qu'un jour, tu repasseras avec grand plaisir. Pas sûr que ce sera au même endroit, mais en tout cas, voilà, super. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. On se dit à bientôt et je te souhaite le meilleur. Et de même. À très bientôt. Allez, salut. Adam. Ciao.